Bonjour, bonjour, docteur Silva. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet, alors un peu plus spécifique que d'habitude, qui est le diagnostic préimplantatoire, mais un sujet très intéressant, passionnant. On en a déjà discuté ensemble la semaine dernière quand on a préparé ce webinaire et on se réjouit de partager les informations avec vous tous aujourd'hui qui êtes avec nous. Tout d'abord, je vais partager la présentation. Comme ça, voilà. Donc, on va parler du DPNI, du diagnostic préimplantatoire, expliquer exactement ce que c'est et parler des pour et des contre. Parce que c'est vrai que souvent on parle des pour, c'est quelque chose de favorable, mais il y a évidemment, comme toute technique, des limites. On va pas dire des contre, mais surtout des limites. Et je trouve intéressant de parler aussi des limites de la technique. Et chez Fertiline, évidemment, on va vous parler aussi de comment préparer votre traitement pour espérer avoir le plus grand nombre d'embryons, ce qu'on dit euploïdes, c'est-à-dire qui ont le bon nombre de chromosomes et qui sont aptes à être transférés dans l'utérus de la maman. Fertiline, alors si vous êtes sur notre chaîne, vous nous connaissez déjà certainement, peut-être que vous arrivez, donc on va se présenter, on va prendre quelques minutes pour se présenter. C'est une équipe d'experts de la fertilité, de la grossesse et de la petite enfance qui ont créé des programmes pour vous accompagner avant la conception, pendant la conception et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. À ce jour, nous avons les seuls outils qui sont capables de traiter autant de données santé et fertilité pour accompagner votre projet de conception. Et chez Fertiline, on aime bien dire quelque chose, voilà, qui est un peu, on aime rendre ce qui est dit impossible dit possible. C'est-à-dire que pour nous, les situations impossibles, on aime bien les prendre en charge et les rendre possibles. Et c'est aussi ce qu'on a de commun avec les cliniques avec lesquelles on collabore. Ce sont toutes des cliniques qui sont là pour vous aider aussi à réaliser votre rêve de devenir parent. Je suis donc Adva Grunman et Virginie qui est avec nous, que vous connaissez aussi déjà. Et aujourd'hui, on va plutôt laisser le docteur Silva présenter la clinique et se présenter afin de nous parler de la clinique avec laquelle on collabore et qui se trouve, comme vous le voyez, au Portugal. Je vous laisse dire quelques mots sur la clinique. Ok. Bonjour Adva, bonjour Virginie, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Merci de m'avoir invité. Alors, notre clinique Ferticentros se situe à Coimbra, au Portugal. C'est au centre du Portugal, c'est-à-dire c'est entre Porto et Lisbonne. Donc, pour y arriver, on peut venir soit à travers de l'aéroport de Porto, qui est à peu près à 1 heure de distance, soit à partir de l'aéroport de Lisbonne. 2 heures, 1 h 45 de distance. Nous sommes notre clinique se dédie surtout, bon, 80% de nos patients viennent de l'étranger. Et pourquoi? Parce que le Portugal a une loi qui est très favorable, surtout pour les traitements avec dons. Euh, nous avons bien sûr les technologies plus récentes sur le point de vue technologique. Bien que notre clinique existe depuis 21 ans, nous avons des nouvelles installations depuis 1 an et demi. Et donc, nous avons créé une nouvelle clinique avec des laboratoires, enfin, très modernes, avec toutes les technologies les plus récentes. Mais surtout, la raison pour laquelle, parce qu'actuellement, je dis toujours que les plus grandes cliniques au niveau européen, au moins ici en Europe, ont tous le même type de technologie, le même type de ressources en termes techniques. Ce qui fait la différence, en réalité, normalement, sont deux choses. Euh, la loi du pays, ce qu'on peut faire par des raisons légales, euh, et j'ai oublié ce que j'allais dire. Un deuxième, et le tarif, bien sûr. Ce sont les critères les plus importants pour les patients. Bon, en termes de loi, au Portugal, nous avons une loi très progressiste, surtout parce que c'est une loi très transparente. Les donneurs euh, ne sont pas anonymes, dans le sens où il y a un droit d'accès aux origines euh,
ce droit est un droit des personnes qui sont nées après un processus de traitement avec don. Donc, c'est pas un droit des parents, c'est un droit des enfants. Et il y a des détails dans la loi portugaise qui assurent un traitement éthique des donneurs, comme vous l'avez écrit ici. Parce qu'en fait, par exemple, au Portugal, euh, deux choses très pratiques le dédommagement aux donneurs de sperme et aux donneurs d'ovocytes est fixé dans la loi. Donc, c'est la même chose pour toutes les cliniques publiques et privées, et pour toutes les cliniques publiques et privées. Et donc, et c'est fixé annuellement par la loi. Par exemple, les donneurs d'ovocytes reçoivent 961 euros, les donneurs de sperme 49 euros par écaille. Le paiement devra être fait par virement bancaire. Les paiements en espèces ne sont pas autorisés. Les donneurs signent un document qui est utilisé par des effets d'impôt. Okay, et donc, nous sommes inspectionnés. Il faut montrer aux autorités la preuve de paiement, le virement bancaire et le reçu signé par le donneur ou la donneuse. Euh, Aussi, par exemple, avant de commencer un traitement avec don, nous sommes légalement obligés à avoir un code de don issu par les autorités portugaises de la PMA. Et donc, il y a une area privée dans le site de l'autorité portugaise de la PMA qui va attribuer un code de don et donc sans ce code de don, par exemple, nous ne pouvons pas commencer une stimulation ovarienne. Et bien sûr, si la donneuse a donné plus que 4 fois dans sa vie, le système ne va pas faire l'émission du code de don. Et donc comme ça, il y a un contrôle effectif sur le nombre de dons par donneuse, le nombre d'enfants nés par donneur de sperme. Et donc ça, c'est très important. Et c'est aussi une des C'est raisons. rassurant. C'est rassurant. Oui, exactement. Et ça permet aussi une très bonne traçabilité parce que le problème, surtout par exemple, avec les dons anonymes, c'est que d'un côté, ou les dons non contrôlés, d'un côté, c'est plus difficile à contrôler combien de fois est-ce qu'une certaine personne a donné. D'autre côté, l'accès à ces données de la part des autorités, parce que l'accès aux origines est une garantie de l'État portugais, c'est pas une garantie des cliniques. Donc, même si une clinique ferme, l'État portugais aura toujours cette possibilité de donner accès aux informations concernant la donneuse ou le donneur. Et donc, bien sûr, ça aide aussi, par exemple, par des cas, si par une raison de santé, il s'avère nécessaire de contacter la donneuse avant la majorité de l'enfant, ça sera plus facile parce qu'on a un nombre d'informations supérieur sur la donneuse. Et donc, ça peut être même très important. Et bien sûr, vous avez écrit ça, nous avons une autre clinique à Porto qui s'appelle Procriar. C'est ouverte en 2019. C'est aussi une clinique très moderne qui est aussi maintenant aussi francophone. Et donc, voilà, nous sommes disons, très habitués à voir, parce que la majorité de nos patients sont francophones. En réalité, nous avons un nombre de patientes francophones supérieur au nombre de patientes lusophones. Ce qui est un peu bizarre étant au Portugal. Mais bon, c'est la réalité. Et bon, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Vladimiro. Et puis, ben, vous êtes le directeur du laboratoire de Ferticentro. Et Bon, en fait, j'ai changé ça parce que d'accord, on a pris sur votre site, hein. je sais, mais c'est récent, parce que maintenant on a je suis le directeur scientifique et j'ai passé les responsabilités sur le laboratoire à une autre personne parce que je n'avais pas le temps de le faire bien. Et dans ce cas, je préfère que ça soit une autre personne. Donc, j'accompagne bien sûr les activités
des laboratoires des deux cliniques, mais les directrices de chaque laboratoire ont sa propre autonomie. Elles travaillent ensemble avec moi, mais c'est plus moi. Donc, D'accord. je reste comme directeur scientifique, mais je suis pas au laboratoire dans le quotidien parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Voilà, on peut pas tout faire malheureusement. Oui, Alors c'est ça, aujourd'hui, c'est ça. voilà. Aujourd'hui, on va parler du diagnostic préimplantatoire, qui est un sujet. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du don. On expliquera d'ailleurs par rapport au Portugal, parce que parfois on utilise le diagnostic préimplantatoire par rapport au don. Mais c'est vrai qu'au Portugal, c'est un peu plus compliqué, mais ça, on le développera plus tard. Par contre, on va parler du diagnostic préimplantatoire et c'est un sujet qui est vraiment important. Bah, déjà, si vous êtes en Mhm. infertilité, si vous avez subi des fausses couches ou des échecs d'implantation à répétition, alors notamment lors de FIV, mais ça peut être aussi quelque chose à faire lorsqu'il y a des FIV avec don d'ovocytes. On parlera de la particularité du Portugal aussi après. Et lorsque vous soupçonnez une mauvaise qualité des ovocytes ou des spermatozoïdes ou des deux, parce qu'effectivement, bah, le but du diagnostic préimplantatoire, c'est de connaître la nature des chromosomes de l'embryon. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder? Ben justement, Vladimiro, vous allez nous expliquer un peu plus ce que c'est le diagnostic préimplantatoire, en fait, le screening préimplantatoire, parce qu'il y a plusieurs types de diagnostic préimplantatoire et nous, on va s'attacher plutôt au screening préimplantatoire. Mhm. Dans quel cas on va le recommander spécifiquement? Quelles sont ses limites et ses contre-indications? Et nous, de notre côté, avec Virginie, on abordera comment préparer votre traitement de FIV pour espérer avoir le plus grand nombre d'embryons euploïdes. Ben, par quoi ça passe? Et évidemment, ben, c'est plus la spécialité du côté de Fertiline. Je peux vous demander du coup de commencer à expliquer le diagnostic préimplantatoire et particulièrement le screening préimplantatoire, s'il vous plaît. OK. Alors, les- la désignation des pays, en fait, c'est une désignation plus large parce que diagnostic préimplantatoire peut être utilisé pour parler de trois types différents de diagnostic préimplantatoire. Le screening, c'est-à-dire le dépistage des anomalies chromosomiques numériques, c'est un problème qui est lié surtout à l'âge féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en tant qu'humains, nous avons 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes, donc 22 chromosomes somatiques, c'est-à-dire qui déterminent nos caractéristiques physiques, et les chromosomes sexuels, que dans les hommes seront X, Y, dans les femmes sera double X. Euh, donc, le DPI, pour faire ça, c'est aussi appelé PGTA. C'est l'acronyme de l'expression anglaise, Pre-Implantation Genetic Treatment for Aneuploidies. Qu'est-ce que ça veut dire? Test diagnostic préimplantatoire pour des aneuploïdies. Des aneuploïdies. Qu'est-ce que sont des aneuploïdies? Anomalies chromosomiques numériques. Ensuite, nous avons un autre type de DPI qui s'appelle PGT-SR. C'est la même chose, mais pour les altérations structurelles des chromosomes. Qu'est-ce que c'est ça? Par exemple, des translocations. Il y a des personnes qui sont nées avec, par exemple, une petite partie du chromosome 14 sur le chromosome 21 et aussi une petite pièce du chromosome 21 sur le 14. Comme il ne manque pas de matériel génétique, on dit que cette translocation est équilibrée parce que la personne a exactement la quantité d'ADN qu'elle a besoin pour être une personne normale. Par contre, au moment de la formation des ovocytes ou des spermatozoïdes, comme nous ne passons que un chromosome de chaque paire, la transmission peut être déséquilibrée. Et donc, il y a un risque augmenté d'avoir des fausses couches, des échecs d'implantation et bien sûr, dans certains cas, même des enfants handicapés. Moins probable, beaucoup moins probable, mais pas impossible. Et donc, pour ce type de cas, c'est-à-dire des patients qui sont diagnostiqués avec cette altération au niveau du karyotype, il faut faire un test qui est légèrement différent
du PGT1, c'est-à-dire du DPI pour le dépistage, pour le screening préimplantatoire. Euh, Troisièmement, nous avons le PGT-M. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le DPI pour les maladies génétiques monogéniques. C'est-à-dire que ce sont des maladies génétiques qui sont causées par un seul gène. Par exemple, donc il y a des gènes dominants. Et donc, si une personne est porteur de ce gène, il sera forcément porteur de la maladie et il y aura une probabilité de transmission de 50% à ses enfants. Par exemple, la maladie de Huntington, c'est une maladie terrible parce que les personnes vivent une vie normale jusqu'à un certain âge et à partir de ce moment, elles deviennent malades et malheureusement, il n'y a pas de traitement pour ce type d'altération. Et donc, mais ça signifie que ce sont des maladies qui permettent aux personnes d'avoir des enfants parce qu'elles ont encore 20 et quelque chose, 30 et quelque chose, 40 et quelque chose et restent sans symptômes. Et, et donc, elles sont en bonne santé, elles peuvent avoir des enfants, mais bien sûr, elles ne veulent pas transmettre la même maladie à ses enfants. Il y a aussi des maladies génétiques récessives. Ça, moi, vous, tout le monde, nous sommes tous porteurs d'un ensemble de maladies génétiques, 3, 4, 5 maladies génétiques, on ne sait pas. Il y a plus de 4000 maladies génétiques récessives connues, mais le risque existe seulement dans le cas où les deux éléments du couple sont porteurs du même type de maladie génétique. Et dans ce cas, il y a une probabilité de transmission de la maladie d'avoir un enfant malade de 25%. Et le risque que les deux éléments du couple soient les deux porteurs de la même maladie récessive est de 2 à 5%, ce qui est quand même significatif. Et donc, par cette raison, on peut faire le DPI si on sait que les deux éléments du couple sont simultanément porteurs de la même maladie génétique, ou on peut faire un test même avant la réalisation du traitement. Par exemple, dans les traitements du don, on peut exclure, chez nos cliniques, on travaille avec des ensembles qui arrivent à plus de 2200 gènes pour exclure plus de 50 000 variantes pour pouvoir exclure des maladies génétiques récessives. Dans les cas où ça s'est pas fait, parce qu'évidemment, c'est un couple hétérosexuel souhaite avoir un enfant ensemble, on va pas faire ça. Mais si nous sommes informés de que ça arrive, il faut faire le DPI, c'est-à-dire le PGT-M, pour identifier les embryons qui portent la maladie. Et bon, c'est ça. Ah, et comment ça se fait? On fait une FIF, culture embryonnaire jusqu'à J5, J6, c'est-à-dire au stade blastocyste. On fait une petite biopsie qui est très bien décrite ici pour prélever un ensemble de 5 à 10 cellules et à ce moment-là, on va tester les cellules. On fait le prélèvement des cellules de l'embryon depuis la trophoectoderme, c'est une partie de l'embryon qui est très représentatif du contenu génétique de l'embryon et, et nous congelons l'embryon. Le résultat du PGT, c'est-à-dire du DPI, ne sera disponible que, en principe, 3 semaines pour la majorité des tests, parfois un peu plus si c'est un test génétique complexe. Et ensuite, on saura si l'embryon est viable ou pas. Si l'embryon est viable, on avance avec le transfert embryonnaire. Si l'embryon n'est pas viable, le traitement est annulé parce que c'est pas la peine de prendre le risque. Adva, ah, Effectivement, j'avais enlevé mon son, pardon. J'ai une question parce que c'est souvent une question qui revient. On regardera après vos questions aussi. J'ai vu déjà qu'il y avait pas mal de questions qui étaient posées, mais souvent on nous pose la question entre alors on va parler vraiment du screening préimplantatoire. Donc on écarte les maladies qu'on connaît
ou les translocations qu'on connaît, mais vraiment pour savoir si l'embryon qui est issu d'un ovocyte et d'un spermatozoïde, quand il s'est constitué, il a le bon nombre de chromosomes en fait. Et souvent, Mhm. les personnes nous demandent est-ce que le fait que j'ai fait un karyotype exclut que mes embryons aient des problèmes au niveau du diagnostic préimplantatoire? Et vraiment expliquer la différence, parce que souvent, quand je dis oui, mais peut-être qu'il y a un problème au niveau des chromosomes de l'embryon, il dit oui, mais j'ai fait un karyotype, tout est bon. Et ça, c'est Mhm. important peut-être de faire la distinction. En fait, un Oui, karyotype normal C'est ça. n'exclut jamais que les embryons peuvent avoir un DPI anormal, oui, même si les oui, deux oui. karyotypes sont absolument normaux. Oui, c'est ça. Alors, le karyotype sert pour évaluer notre constitution génétique en tant qu'humain, c'est-à-dire si nous sommes des personnes normales qui ne présentent pas des problèmes de santé, par exemple, si vous n'avez pas une trisomie 21, euh, c'est la plus connue des anomalies chromosomiques. Euh, on sait que, en principe, le karyotype sera normal. Bien sûr, il y a des altérations équilibrées. Ce sont les cas pour lesquels nous recommandons le PGT-SR. Donc, ce sont des cas très spécifiques qui arrivent moins d'1% peut-être des fois. Alors, le DPI, le PGTA, c'est-à-dire pour le screening préimplantatoire, on cherche des altérations au niveau des embryons créés et la grande majorité de ces altérations viennent de la constitution génétique de l'ovocyte. C'est quelque chose de très associé à l'âge maternel. Et comment est-ce qu'une personne qui a un karyotype normal elle-même peut originer des ovocytes porteurs d'anomalies génétiques? Bon, ça arrive pourquoi? Parce que quand les femmes sont nées, vous êtes porteuse de 2 millions, environ 2 millions d'ovocytes. C'est la totalité de votre réserve ovarienne, c'est à l'intérieur de vos ovaires déjà au moment de votre naissance. Ce ne sont pas des ovocytes matures, ce sont ce que nous appelons des follicules primordiales qui, à partir du moment où vous avez vos premières règles, c'est-à-dire la ménarque, quand votre cycle menstruel commence à l'adolescence, à cette époque, vous avez seulement 400 000 de ces 2 millions initiales. Et de ces 400 000, il y a un procès de maturation des ovocytes primordiales qui se transformeront dans des ovocytes euh, dans des follicules primordiales qui se transformeront dans des follicules anthro. Et ça, dans ce procès de maturation qui dure environ 270, c'est 270, pardon, je suis en Suisse, 300 jours pour maturer, entre le début du procès de maturation et le jour de l'ovulation. Et donc, dans ce procès de maturation des follicules primordiales, il y a des erreurs, ça se passe au niveau des ovaires et bien sûr avec euh, l'avance de l'âge, les ovaires commencent à avoir des problèmes pour faire bien ce procès de maturation ovocytaire. Et donc, quand il y a des erreurs dans le procès de maturation ovocytaire, le résultat, c'est que les ovocytes n'auront pas le nombre correct de chromosomes. Et donc, ça, c'est le problème de l'âge féminin. C'est pour ça que on voit, par exemple, que les Rolling Stones, Al Pacino, etc., ont des enfants à l'âge 80, lorsqu'il n'y a pas des femmes qui ont des enfants naturels à l'âge 80. Pourquoi? Parce que les ovaires arrêtent de fonctionner environ les 50 ans, 40 et quelque chose, 50 ans. Et dans les dernières années de son fonctionnement, il fonctionne déjà avec un nombre chaque fois supérieur d'erreurs dans la formation d'ovocytes. Par exemple, à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire quand nous sommes au top de notre fertilité, un homme et une femme qui sont les deux fertiles, les deux en bonne santé, n'auront que 25 à 30% de probabilité d'avoir
un enfant naturel, de la façon naturelle. Pourquoi? Parce que une grande partie de nos spermatozoïdes, de vos ovocytes, ne sont pas viables. Pour le sperme, c'est à peu près, c'est encore pire. Parfois, on dit à nos patients, bon, vous avez 5% de spermatozoïdes normaux, mais ça, c'est bon. Nous sommes contents. Oui, Félicitations, parce que le limite. voilà, outre l'âge, il y a quand même d'autres choses qui affectent en fait la probabilité d'avoir un ADN bon. C'est aussi, et ça on en avait parlé, c'est le mode de vie, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, Mhm. les choses basiques comme la cigarette. C'est ce dont on va parler plus tard, mais il y a l'âge, effectivement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont faire que les ovocytes et les spermatozoïdes vont être de bonne qualité et donc vont constituer des embryons de bonne qualité. Mais ça, on en parlera après. Ok, super. Mhm. Du coup, quand est-ce qu'on va recommander un diagnostic préimplantatoire? Alors, cette liste est très bien. Donc, échec répété de transfert lors de FIV au FIV-DO. Bon, euh, je vais commencer par la fin de la liste. Âge maternel élevé. C'est le facteur le plus important. Pourquoi? Parce que, et peut-être maintenant, je peux partager mon écran. Oui. Alors, attendez, Donc, je vais arrêter de partager. et je vais juste chercher le graphique. Ah, ok, c'est bon. Alors, je peux partager? Oui, Alors, 30 secondes. ça Ça y peut est. être. Vous voyez mon écran? Nous, on le C'est bon? voit. Est-ce que Oui, je je peux pense que juste ça voir doit que être aussi aussi en ligne sur YouTube, j'imagine. Je pense que vous avez aussi Oui. du. Bon, sinon, je fais une description. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que ça, c'est un graphique qui montre la correspondance entre l'âge maternel et la probabilité de qu'un embryon soit un haploïde, c'est-à-dire qu'un embryon ait un nombre de chromosomes anormal. Et on voit que jusqu'à l'âge de 35, ça reste entre 36 et 40%, c'est le normal. Ok, c'est la biologie humaine. Donc, 60% des ovocytes des femmes plus jeunes sont viables, 40% ne sont pas viables. À partir de la fameuse barrière des 35 ans, ça commence à augmenter. Et on voit par exemple que entre l'âge 38 et 40, c'est exactement le contraire de ce que se passerait avant les 35 ans. C'est-à-dire 60% des embryons sont anormaux, 40% sont viables. Et donc, normalement, on se dit, c'est ici, à cet âge, 39 ans, que nous considérons que la probabilité d'avoir un embryon qui n'est pas normal est tellement élevée que, que sans doute qu'il est recommandé de faire le DPI. Peut-être que vous pouvez repartager. Très bien. Voilà, c'est ce que je Euh, fais. OK. Et donc, ça, c'est sans doute le critère de référence pour le DPI. Euh, une autre chose sont les signes associés à des problèmes chromosomiques chez les embryons. Et quels sont ces signes? Échec d'implantation, bien sûr. Si nous avons 3 échecs d'implantation, même qui ont ne fait qu'une FIV après le transfert de 3 embryons, euh, sans doute euh, qu'il y a des bonnes raisons pour exclure les altérations génétiques, même sur les embryons restants, sans doute dans une éventuelle nouvelle FIV. Des fausses couches à répétition, c'est-à-dire au moins 2 fausses couches. Donc, un fausse couche, c'est quelque chose parfois arrive. Avec le deuxième fausse couche, il y a des critères qui préconisent les 3 fausses couches chez nos cliniques. Et au Portugal, en fait, les règles officielles sont à partir de 2 fausses couches, le DPI est recommandé. Et donc, pour exclure des intérêts, parce que quand nous avons une fausse couche de premier trimestre, euh,
quand nous avons une fausse couche de premier trimestre, ça signifie que, pardon, quand nous avons une fausse couche du premier trimestre, le risque la cause la plus probable, c'est une altération génétique au niveau de l'embryon. Ça c'est sans doute une autre indication. Euh, Mauvaise qualité ovocitaire ou mauvaise qualité spermatique. Ça dépend un peu. Bien sûr, c'est très lié à l'âge féminin dans le cas de la qualité ovocitaire, surtout compte tenu des résultats des transferts antérieurs. Donc, et la mauvaise qualité du sperme. Dans certains cas, en réalité, on a discuté ça un peu avant le début de ce webinaire. En fait, il y a des études. J'ai même euh, rappelé une étude qui a été faite il y a 2, 3 ans avec 3000 et quelque chose embryons euh, où les chercheurs ont vu qu'il n'y avait pas de différence statistique entre la probabilité d'avoir un embryon aneuploïde entre les groupes avec les hommes plus jeunes et les hommes plus âgés. Donc, c'est-à-dire les altérations chromosomiques numériques sont beaucoup plus associées à l'âge maternel que à l'âge paternel. Ok. Du coup, donc, bon, ça va être des recommandations. C'est vrai on va surtout proposer le DPI, l'âge maternel, les fausses couches, les échecs d'implantation, c'est un petit peu la Mm. conclusion. Et puis, Mm. nous, ce qui nous intéressait aussi avec Virginie, c'était de parler, parce que c'est vrai que on voit le DPI comme quelque chose de génial. Et moi, je trouve que franchement, c'est une super ressource. C'est un diagnostic qui Mm. permet vraiment de ne pas continuer à transférer des embryons à l'aveugle. Et c'est ce qui Mm. manque notamment en France, parce que on rappelle que malheureusement en France, c'est quelque chose qui est interdit, le screening préimplantatoire, sauf s'il y a une maladie qui est avérée. Et c'est vrai qu'on va continuer à transférer des embryons sans connaître finalement leur qualité chromosomique. Et beaucoup de Mm. gens vont aller à l'étranger, notamment au Portugal, pour pouvoir avoir recours au diagnostic préimplantatoire. Par contre, il faut quand même rappeler qu'il y a certaines limite au diagnostic préimplantatoire et que c'est toujours, et comme tout traitement en fait, c'est toujours une discussion avec le médecin et la thérapeute de savoir est-ce qu'on fait un diagnostic ou pas et selon certaines Mm. choses. Alors peut-être juste rappeler les limites de ce diagnostic euh, Mm. avant d'aller plus loin. OK. Bon, très bien. Il y a une chose que je dis toujours aux patients, c'est que le DPI faire un DPI ne va pas augmenter la probabilité d'avoir un bébé. OK? Euh, Pourquoi? Parce que dans la médecine de la reproduction, nous arrivons à mettre les spermatozoïdes à l'intérieur des ovocytes, à féconder les ovocytes avec les spermatozoïdes, donc à créer des embryons, mais malheureusement, la science n'est pas capable de transformer les ovocytes qui ne sont pas viables dans des ovocytes viables, et la même chose pour les spermatozoïdes. Et donc, c'est-à-dire qu'avec le DPI, nous sommes capables de dire si l'embryon est viable ou pas viable, mais nous ne sommes pas capables de transformer un mauvais embryon dans un bon embryon. Donc, l'intérêt du DPI dans ce type de cas, c'est pour prendre des décisions informées, pour mieux comprendre ce qui se passe dans un cas d'échec d'implantation ou dans un cas d'une patiente qui a un risque augmenté d'avoir des altérations. Imaginons une patiente âgée de 40 ans, sans doute qu'elle a un risque augmenté, comme j'ai montré, et donc ça signifie qu'il faut faire le DPI. Donc, c'est très important que ça, c'est la limite le plus important. Le DPI sert à quoi? Sert à rien? Non. Sert pour nous donner des informations, mais ça ne va pas changer. Donc, si nous transférons l'embryon à l'aveugle, si l'embryon est bon, il s'implantera. Si l'embryon n'est pas bon, il ne s'implantera pas.
OK. Alors, ça, Euh, ça limite quand même peut-être le traumatisme des échecs de transfert cumulés. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui vont finalement faire des transferts à l'étranger, le fait de faire un DPI peut aussi limiter les coûts qui sont liés juste aux coûts de Tout voyage, à de fait. logement, enfin les coûts organisationnels qui vont avec la PMA à l'étranger aussi. Donc c'est vrai, ça a Mhm. aussi cet avantage juste Oui, organisationnel et émotionnel. Et ça oui, permet la prise de décision aussi. Je sais que souvent, Oui. quand des femmes, enfin souvent l'âge maternel élevé, quand on se demande si on peut encore avoir des embryons issus de ces ovocytes, ben, ça peut aider à prendre la décision de passer au don d'ovocytes ou pas avec le diagnostic préimplantaire. Donc c'est plutôt une aide à la décision, comme vous disiez, mm, mais ça n'améliore pas finalement, ça améliore la statistique du traitement, puisque si on va faire un transfert, c'est sûr que le transfert mhm. sera meilleur s'il a été diagnostiqué bon au DPI. Par contre, ça n'augmente pas la qualité des embryons, effectivement. Oui, sans doute. Et par exemple, ce qu'on voit tous les jours, parce que comme nous avons dit au début de cette présentation, nous travaillons beaucoup avec les dons, surtout les dons de vos sites et surtout avec la France. C'est le pays à partir duquel nous recevons plus de patients. Et donc, l'histoire typique, c'est, comme vous le savez, en France, les patients ont le droit à 4 tentatives de FIV dans le système public avant l'âge 43. Et donc, l'histoire typique du patient français qui arrive chez nous, c'est bon, j'ai essayé 4 fois, ça n'a pas abouti. Et maintenant, ils ont l'angoisse, parce qu'en France, le DPI est interdit. Donc, ils ont l'angoisse de ne savoir pas pourquoi est-ce que le traitement n'a pas marché, parce que théoriquement, ils ont transféré pas mal d'embryons. Je me souviens même d'une patiente qui avait fait 20 et quelque chose de transferts embryonnaires, presque la totalité en France parce qu'elle avait toujours un nombre très grand d'embryons, mais sans des pays, elle a probablement perdu son temps, transférant des embryons sur la J2 et J3, parce que malheureusement, il y a encore des hôpitaux qui le font, euh, et elle a transféré un nombre énorme d'embryons qui ne sont pas viables. Donc, ça, cette angoisse est une des raisons pour faire le DPI. L'autre chose, c'est ce que vous indiquez ici, ce sont les embryons mosaïques. Qu'est-ce que c'est ça comme limitation du DPI? Euh, comme j'ai expliqué, nous prélevons un ensemble de 100 à 10 cellules depuis l'embryon. Et on essaye de trouver, de prélever des cellules de la trophoectoderme, que c'est théoriquement la partie de l'embryon qui est plus représentatrice de de la, de la constitution génétique de l'embryon. Et donc, mais bien sûr, parfois les embryons ont plus qu'une seule ligne cellulaire. Et donc, et parfois, ça arrive que les 10 cellules prélevées n'ont pas toutes la même constitution génétique. Et donc, parfois, il y a un pourcentage de mosaïcisme. Actuellement, les laboratoires de génétique clinique, ils savent déjà indiquer quels sont les pourcentages dangereux et quels sont les pourcentages acceptables. Et donc, si un embryon est un mosaïque, euh, selon des études récentes, ça ne signifie pas qu'il devra être forcément exclu ou que on ne devra pas lui donner une priorité. Ça a été démontré que jusqu'à un certain pourcentage de mosaïcisme, la probabilité d'avoir un enfant avec des caractéristiques normales, c'est le même que pour un embryon 100% euploïde. Et donc, les laboratoires de génétique actuellement, quand le mosaïcisme est supérieur à un certain pourcentage, il simplement exclut l'embryon. Quand le degré de mosaïcisme est inférieur à un certain pourcentage, cet embryon est classifié comme normal. C'est pour ça, ça tombe aussi sur le deuxième point, les faux aneuploïdies. Parce que parfois, l'embryon est en mosaïque et nous n'avons prélevé que les cellules de la mauvaise ligne cellulaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des études chez les embryons
qui étaient classifiés comme aneuploïdes et qui ont donné lieu à la naissance d'enfants normaux. Donc, actuellement, ça, c'est moins probable d'arriver parce que les laboratoires de génétique ont une meilleure capacité d'identifier les mosaïcismes dangereux, les à risque, euh, mais ce risque théorique reste là. Actuellement, c'est une probabilité très faible, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure parce que même si nous prélevons 10 cellules et les 10 sont normales, c'est théoriquement possible que nous avons la mauvaise chance de biopsier que les cellules porteuses de l'anomalie et que perdu à l'intérieur de l'embryon, il y avait une deuxième ligne cellulaire qui était euploïde et qui va se superposer à la ligne cellulaire anormale. Ça peut arriver, c'est peu probable, mais c'est sans doute une délimitation de la technique. L'autre chose, c'est le nombre d'embryons. Bien sûr, parfois, souvent, comme on fait ça pour des femmes plus elles, on sait que les femmes n'auront plus qu'un certain nombre d'embryons. Et comme ça, elles n'auront pas un nombre énorme d'ovocytes et donc on reste parfois avec un seul embryon, deux seuls embryons et donc la probabilité d'avoir un embryon euploïde est diminuée. Pour ça, normalement, ce qu'on fait, c'est nous étudions nous étudions le cas, nous discutons ça avec la patiente et surtout, en fonction de l'âge, nous proposons aux patientes, nous proposons aux patientes de cibler un certain nombre d'ovocytes. C'est-à-dire, on essaie par exemple, typiquement, 15 ovocytes, c'est bon. 10 à 15 ovocytes. Alors, bien sûr, si vous avez 42 ans, c'est beaucoup probable que vous arrivez à avoir 15 ovocytes. Donc, nous discutons avec les patients qu'est-ce que c'est, disons, qu'est-ce que c'est adapté, qu'est-ce que c'est justifié pour pouvoir donner aux patientes une chance, une bonne chance d'avoir un embryon euploïde. Si je peux partager mon écran à nouveau. Oui. Ok, c'est juste pour vous montrer un autre graphique. Vous voyez mon écran maintenant. C'est ça. Bon, dans ce graphique, on peut voir l'association entre le nombre d'ovocytes et la probabilité d'avoir au moins un enfant selon l'âge. C'est-à-dire, par exemple, on voit qu'à l'âge 44 ans, pour avoir, même si nous avons 50 ovocytes, on n'aura qu'une probabilité de 35% d'avoir un enfant. Bien sûr, pour une âge inférieur à 35 ans, on voit que avec déjà 20 ovocytes, on est déjà à 90% de probabilité d'avoir un enfant. C'est-à-dire le nombre d'ovocytes, c'est nécessaire pour avoir une bonne probabilité de trouver un embryon viable et quelque chose que nous discutons auparavant avec les patients. Et donc, ce qu'on fait normalement au début, on se met d'accord avec la patiente. On va dire, bon, c'est bon. Ce qu'on fera, c'est on va cibler 15, on va cibler 20. Et qu'est-ce qui se passe si nous n'avons que 7 ou 8 et nous ciblons 15? On fait une deuxième stimulation. On essaye aussi de faire l'équilibre entre un nombre trop élevé de stimulation et la quantité d'ovocytes. Donc, c'est quelque chose qui est toujours décidé individuellement et surtout négocié avec les patients. Okay. L'autre limite, c'est l'embryon fragile, sans doute. La biopsie est une agression à l'embryon. On va faire un trou dans l'embryon. On va prélever, on va enlever 5, 6, 10 cellules de l'embryon. Et donc, bien sûr, si c'est fait par un embryologue avec beaucoup d'expérience, qui soit certifié, qui le fait presque tous les jours, avec les meilleures méthodes, etc. Et au stade blastocyste, c'est-à-dire au stade de développement
de l'embryon au stade correct de développement de l'embryon, ça sera le risque de perte embryonnaire sera inférieur à 2%, mais ça peut quand même arriver, surtout pour les femmes plus âgées. Si une femme a 46, 47, 48 ans, la probabilité que son embryon soit plus fragile à cause des structures de l'ovocyte originel, ça arrive et donc la probabilité de perte embryonnaire est supérieure. Cependant, normalement, ça c'est pas un facteur d'exclusion pour le DPI. Normalement, je dis toujours, si un embryon n'est pas capable de résister, de résister au DPI, la probabilité que cet embryon puisse s'implanter naturellement sera faible. Mais la réalité, c'est qu'on ne le saura jamais. Oui, parce que c'est vrai, 10 cellules, ça paraît beaucoup, mais en réalité, c'est moins de 5% des cellules de l'embryon à ce Oui, stade. oui, c'est ça. C'est Parce que assez l'embryon a peu. plus de 100 cellules. Oui. Excellent. Il y avait une limite aussi que j'ai pas mise, mais je pense que c'est important aussi, c'est que diagnostic préimplantatoire, il y a une question qui est posée aussi, augmente la probabilité que l'embryon s'implante, puisque si on a un embryon qui est euploïde, qui a le bon nombre de chromosomes, on augmente la probabilité de son implantation et du succès de la grossesse. Mais pour autant, ce n'est pas du 100%, c'est-à-dire c'est comme un don d'ovocyte. Il me semble avoir retenu la statistique, c'est à peu près comme le don d'ovocyte, c'est à peu près 60% de chances d'implantation même après un diagnostic préimplantatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie dans le succès d'une grossesse, une grosse partie c'est l'embryon, mais il n'y a pas que ça. Il y a le système immunitaire, le système vasculaire, le système, la balance hormonale, etc. Donc, une des limites aussi du diagnostic préimplantatoire, c'est que ça augmente la probabilité de la réussite d'un traitement, mais ça ne le garantit pas pour autant. Oui, c'est complètement vrai. OK. En réalité, je veux partager mon écran à nouveau, si vous me permettez. Ça y est. Euh, Ça y est. Vous le voyez. OK. Donc, par exemple, ce sont des statistiques du laboratoire Genomics. On voit dans les barres, disons, gris, la probabilité, les taux de succès pour les patientes qui ont fait le DPI. En orange, on voit les taux de succès pour les patientes qui n'ont pas fait le DPI, c'est-à-dire ça, en orange, c'est le taux de réussite naturelle. Ici, en gris, c'est le taux de réussite des patients qui ont fait le DPI. Et on voit qu'il n'y a même pas une grande différence entre les différents groupes d'âge. C'est toujours très proche de 60%, lorsque pour une sample de patientes qui n'est pas testée, ça tombe. Bien sûr, ça, c'est l'effet de la sélection des patients. Et c'est aussi l'effet des autres facteurs desquels vous avez parlé. L'endomètre, l'environnement immunitaire, les conditions, la santé, la nourriture, la santé de la patiente. Et donc, c'est-à-dire, même en transférant le meilleur embryon possible du point de vue génétique, la médecine n'arrive pas à plus que 60, voire 80% dans certains groupes de patients, mais on peut pas, c'est-à-dire, c'est pas le seul facteur. Okay? C'est le plus important ici. Donc, ça augmente, ça nous permet de sélectionner les embryons qui ont une meilleure probabilité, mais ça ne contrôle pas les autres facteurs qui comptent aussi beaucoup. Voilà. Alors justement, ça nous permet aussi d'embrayer sur la suite et la partie plus fertiline, c'est que, en fait, bon, c'est ce que vous disiez au départ, c'est que le diagnostic préimplantatoire ne peut pas améliorer la qualité d'un embryon. Et puis, il y a les autres facteurs qui rentrent en jeu, l'acceptation du corps de la receveuse, en fait, de cet embryon. Et c'est là où ça peut être très important de préparer son traitement. D'une part, pour avoir des gamètes de meilleure qualité,
et d'autre part pour préparer l'environnement pour que ces embryons qui ont été testés génétiquement bons, ça plante. Et c'est vrai que, alors nous chez Fertiline, on n'a pas des statistiques aussi claires qu'en médecine puisqu'on n'a pas vraiment fait d'études, et c'est surtout, on va se baser surtout sur notre vision des choses, c'est-à-dire que on a eu des patients qu'on a pris en charge qui avaient des FIV répétées, que des embryons qui étaient anaploïdes. On a pu travailler sur leurs gamètes, donc leurs ovocytes, leurs spermatozoïdes, et puis on a pu avoir des embryons qui étaient de qualité transférable. La même chose pour tous les systèmes qui devaient accepter les embryons. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de se dire, on travaille de concert avec la médecine. La médecine, c'est-à-dire qu'en même temps, la médecine a besoin de l'approche mode de vie, et en même temps, l'approche mode de vie a besoin de la médecine, et le combiner, en fait, c'est ce qui fait le meilleur résultat. Et Virginie, justement, va nous parler de ce qu'on peut faire pour préparer. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire parce qu'évidemment, la fertilité, c'est vraiment du sur-mesure, c'est selon sa base, et c'est quelque chose, on ne peut pas donner des conseils généraux qui vont vraiment marcher pour tout le monde. Il y a quand même certains conseils qu'on peut vous donner, certaines choses, certaines grandes guidelines qui vont permettre justement de pouvoir améliorer la qualité des embryons. Et Virginie, est-ce que tu peux nous en parler justement de ces guidelines? Oui, alors clairement, et déjà, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications, parce que je pense que le DPI, c'est pas forcément clair pour tout le monde. La génétique, ça fait peur aussi, ça fait peur à plein de personnes parce que on a l'impression que c'est très irréversible. Et voilà, je voulais vraiment aujourd'hui pouvoir expliquer un petit peu la mécanique entre le mode de vie et la génétique, particulièrement des embryons. En fait, la génétique qui est irréversible, c'est notre génétique à nous, c'est-à-dire notre génome. Clairement, on ne peut pas le changer. On peut changer son expression. Par contre, quand on parle des ovocytes et des spermatozoïdes, ces cellules-là subissent quand même une forme de division cellulaire qui est très, très particulière. C'est les seules cellules de notre corps, d'ailleurs, qui fonctionnent comme ça, qui ne se divisent pas par mitose, mais qui se divisent par un phénomène qu'on appelle la méiose, en fait. C'est-à-dire qu'une cellule en fait 4, en gros, et chaque cellule contient la moitié du matériel génétique. Donc, comme ça, quand elles se mettent ensemble, on a le matériel génétique complet. Et pendant la méiose, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la génétique c'est stable, que l'ADN c'est stable, mais pas du tout. Parce qu'on constate bien, on a peut-être, pour tous ceux qui ont des frères et sœurs ou qui connaissent des personnes qui sont frères et sœurs, on est issus du même père, de la même mère, et on ne se ressemble pas du tout. On n'a pas absolument tous les mêmes traits. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment un phénomène, alors moi je l'appelle le brassage génétique pour faire plus simple, c'est pas le vrai mot c'est la recombinaison génétique, c'est-à-dire que dans les cellules qui sont des gamètes, les spermatozoïdes et les ovocytes, on a un brassage des gènes. Donc, les chromosomes brassent leurs gènes. Et en fait, c'est ce qui fait que chaque, finalement, ovocyte et chaque spermatozoïde, sur le plan génétique, est unique et fera un enfant unique. Et d'ailleurs, c'est ce qui préserve l'espèce, parce qu'on voit chez certaines espèces animales, quand on a des génomes qui sont trop proches chez tous les animaux, en fait, on a une extinction de l'espèce, en réalité. On ne va pas aller très loin dans la génétique, mais en gros, ce phénomène de méiose est un phénomène très particulier. Et particulièrement, donc, les ovocytes vivent des méioses intenses. Et en réalité, les phénomènes qui donnent la stabilité de l'ADN pendant ces méioses et qui donnent la stabilité de cette recombinaison, de ce brassage génétique et de la qualité, de la génétique derrière, en fait, c'est un phénomène qu'on appelle la méthylation qui stabilise en réalité l'ADN pendant tous les processus de division cellulaire, que ce soit des processus méiotiques ou que ce soit des processus mitosiques comme les cellules embryonnaires. Alors, en gros, je voulais en venir là parce que pour moi, c'est vraiment le plus gros lien entre notre mode de vie et ce que fait notre ADN et ce que peut faire notre ADN. Parce que c'est vrai, quand on a des DPI qui sont mauvais sur tous les embryons, on a tendance à se dire, OK, ma génétique, elle est out, donc je n'aurai jamais d'embryon DPI. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas un statut définitif. La génétique des gamètes n'est pas un statut définitif. Les défauts chromosomiques se font pendant les méioses, en réalité, ou pendant les mitoses. C'est-à-dire que c'est des phénomènes qui se passent dans les 3 mois ou 6 mois qui sont avant la conception et qui se passent pendant les premières phases de développement de l'embryon. Donc, c'est des moments sur lesquels, en fait, on peut agir. Alors, on n'agit pas avec un coup de baguette magique, clairement. Et rien n'est magique dans tout ça.
Et c'est aussi ce qui explique que la probabilité d'avoir des aneuploïdies augmente avec l'âge, parce que bien évidemment, ce phénomène qui est très précieux, qui s'appelle la méthylation, qui est essentiel à la division de l'ADN, en fait, à la duplication de l'ADN, est un phénomène qui va ralentir, qui va se péjorer avec l'âge, et c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, par exemple, en Suisse, on a un bilan biologique. Moi, je suis passionnée d'épigénétique, donc du coup, évidemment, c'est un peu ma soupe quotidienne, j'aime beaucoup ça, mais on a un bilan qui s'appelle Methyl Age. Et en fait, alors, ça n'a rien à voir avec la fertilité, mais par exemple, ce bilan porte sur l'analyse de la méthylation. Et aujourd'hui, on estime dans l'épigénétique que plus on méthyle, en réalité, et plus on est jeune. Et c'est la réalité. En fait, la méthylation, c'est un phénomène qui va vraiment avoir tendance à se péjorer avec l'âge, et donc on peut avoir des analyses qui portent sur un espèce d'âge biologique en fonction de notre capacité à méthyler ou non. Alors pourquoi je vous parle comme ça de méthylation? Tout simplement parce que le plus gros impulseur de la méthylation, c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre mode de vie, clairement. C'est-à-dire que les phénomènes qui vont vraiment altérer la méthylation, il y en a beaucoup. Il y a par exemple le manque de sommeil, altère la méthylation. La consommation d'alcool altère la méthylation. La consommation de toxiques ou l'exposition aux toxiques. Et quand je parle de toxiques, c'est pas forcément de vous exposer à des produits chimiques de façon très visible. Ça peut être, je sais pas, vous faites des travaux dans votre maison, vous utilisez les mauvaises peintures pendant des mois et vous respirez ces vapeurs. C'est pas top. Hier encore, par exemple, je voyais une patiente et puis on parlait des produits ménagers qu'elle utilisait. Elle me disait, mais mon mari passe son temps à mettre du desktop dans les cannes, pardon, je ne devrais pas citer de marque, à mettre des déboucheurs de canalisation issus de produits chimiques dans les canalisations pour les déboucher. Et en fait, ces produits-là ménagers sont particulièrement des produits volatiles qui fragilisent aussi l'ADN. Donc, en réalité, il y a plein de choses du mode de vie qui vont avoir tendance à fragiliser notre ADN et à fragiliser notre ADN pendant ces étapes de division qui sont très importantes. Donc, le sommeil, l'exposition au stress chronique, l'exposition à des toxiques, que ce soit des substances toxiques connues ou des toxiques environnementaux. Donc, effectivement, on peut se dire que, par exemple, boire de l'eau filtrée, c'est une meilleure idée que de boire de l'eau qui n'est pas filtrée, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans l'eau, on a des polluants aussi. Donc, les plastiques chauffés, en fait, toutes ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. On a fait d'ailleurs des vidéos à ce sujet, donc vous pouvez aller regarder sur notre chaîne sur les perturbateurs endocriniens. On en parle, beaucoup de monde en parle, mais on a l'impression que c'est pas si important, mais en fait, c'est vraiment hyper important. Et je me rappelle d'une séance qu'on a eue avec une personne qui buvait tout ça. Alors, elle avait l'impression de diminuer son exposition. Mais par contre, elle buvait tous les jours son thé dans un mug en plastique. Donc tous les jours, en fait, elle se buvait du plastique, du plastique, du plastique. Et c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas et ça se remplace facilement, en fait. Et ça se remplace très facilement. Donc en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments au niveau de l'alimentation elle-même et de la complémentation qui vont vraiment soutenir la méthylation. Aujourd'hui, il y a un élément très fort dans les méthylations qui sont de plus en plus connues en fertilité, qui sont les mutations du gène MTHFR. Et ce gène MTHFR peut avoir des mutations. Il peut avoir deux types de mutations. Une mutation qui s'appelle la 677 et l'autre qui est la 1298. Et en fait, par exemple, la mutation 677 est hyper impactante sur la méthylation. Elle va avoir tendance à ralentir le processus de méthylation, par exemple, de près de 40% si elle est hétérozygote et jusqu'à 80% si elle est homozygote. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des choses qui sont des mutations génétiques qui vont avoir un impact très fort. Et aujourd'hui, près de 90% des personnes qui sont en situation d'infertilité ont des mutations MTHFR. C'est pas une petite partie de la population, c'est la majorité de la population. Et quand on a cette mutation, en réalité, pour méthyler correctement, il faut amener ce qu'on appelle des méthyles, des vitamines directement actives, donc de la B9 directement active, de la B12 directement active. Et souvent, on conseille la B9 active sous la forme méthylée, mais on oublie la B12. Et puis, on oublie le zinc, le sélénium, la vitamine A, qui vont être essentielles aussi à la stabilité de l'ADN pendant ces divisions. Donc, si on a effectivement beaucoup d'embryons qui ont un DPI qui n'est pas optimal et qu'on peut quand même tenter une nouvelle FIV, il faut vraiment s'interroger sur quel travail de fond on peut faire pour travailler au maximum la stabilité de l'ADN pendant les divisions, en fait, les divisions, donc d'une part les divisions méiotiques qui concernent les gamètes et les deux gamètes, même si effectivement la gamète maternelle est beaucoup plus impactante que la gamète paternelle. D'ailleurs, ce qui va un peu à l'inverse de ce qu'on entend en épigénétique parfois, mais bon. Et donc, en fait, travailler
la stabilité de l'ADN chez l'homme et la femme pour vraiment avoir un meilleur embryon, une meilleure qualité embryonnaire derrière. Et également, finalement, travailler tout le mode de vie en fait chez chacun des individus. Et dans l'alimentation aussi, une chose qui est très importante pour qu'une méthylation fonctionne, c'est de surveiller l'état de son foie. En fait, un foie qui a tendance à ralentir, une détox qui a tendance à ralentir, ça va beaucoup péjorer la méthylation. Et c'est là que, en fait, par exemple, dans le cadre des protocoles de PMA, quand on a tendance à avoir un foie qui se charge vite, et on a des symptômes d'un foie qui se charge vite, hein. Souvent on va avoir des somnolences postprandiales, on va avoir énormément de fatigue après les protocoles, et il faut prendre l'habitude d'aller drainer son foie pour protéger les phénomènes de méthylation. Également pendant le tout début de la grossesse. Il faut savoir que là, on parle de DPI, mais cet embryon qui est DPI, ensuite on va le transférer. Une fois qu'il sera transféré, on vous souhaite que ce soit un début de grossesse, que la grossesse commence. Et là, par contre, alors nous, on fait souvent le test de doser, par exemple, l'homocystéine, qui est un des marqueurs de la méthylation. C'est pas le seul, mais c'est un. On dose l'homocystéine avant la grossesse et on le dose en début de grossesse. Et là, c'est la catastrophe. On voit vraiment que la grossesse augmente énormément les besoins en méthylation et que ça fait vraiment monter la pression. Et que si la personne méthyle déjà mal à la base pendant la grossesse et le début de la grossesse, ça va devenir un vrai problème parce que n'oublions pas que cet embryon continue à se développer en interne et que vos cellules aussi à vous, elles doivent continuer à se renouveler en même temps que l'embryon se développe. C'est-à-dire que vous méthylez pour deux, en fait, quand vous êtes enceinte. Et donc, voilà, pour moi, vraiment tout ce côté génétique, dès qu'on commence à toucher à ça, alors quand les karyotypes sont anormaux, c'est vraiment un autre problème. Mais par contre, si vos karyotypes sont normaux et qu'on a quand même des embryons qui ont un DPI, beaucoup d'embryons qui ne passent pas au DPI, il faut vraiment se poser la question de comment on méthyle et à quel point il faut soutenir cette méthylation aussi pendant toute la grossesse pour limiter quand même, et surtout au début, pour limiter les risques de fausse couche et également faire en sorte que tout le développement fœtal se passe bien parce que c'est pas juste l'histoire d'être enceinte, c'est aussi vraiment d'aller sur une grossesse saine et jusqu'au bout de la grossesse. Donc, pensez à l'alimentation, pensez aux micronutriments, aux vitamines méthylées, à toutes les vitamines qui vont stabiliser l'ADN. L'apport en protéines est un élément clé de la méthylation. Quand on méthyle mal, avoir une alimentation végétale mal équilibrée, c'est la pire idée qu'on puisse avoir au monde. Donc, attention quand même aux protéines, à la qualité des graisses qu'on va manger, à la quantité de sommeil, à notre exposition au stress et à notre exposition aux toxiques. Et quand on a fait tout ça, a priori, on méthyle mieux. On vieillit moins. Et tout ça, c'est utile. Nos ovocytes aussi. Voilà, et tout ça, c'est utile aussi. Pourquoi il y a un deuxième son, hein, non? Non, ça va. Pardon, je m'entendais en deux fois. Et tout ça, c'est aussi utile pour améliorer le succès de l'implantation d'un embryon qui aurait passé un bon DPI. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça aussi, je pense que toutes les statistiques qu'on a vues, parce que je trouve que toutes ces statistiques qui sont liées à l'âge, parfois, quand on est une femme au-dessus de 40 ans ou 45 ans avec un projet de conception, c'est dur à entendre tout ça. Et c'est parfois très déprimant. Et c'est vrai que les statistiques, c'est le reflet de la réalité pour la population générale. Et dans cette population générale, il y a probablement des gens qui font des efforts sur leur mode de vie et d'autres pas du tout. Et je pense que vraiment, cet élément de changer certaines choses dans son mode de vie peut aussi améliorer vraiment les statistiques. Donc voilà, juste un petit mot pour dire on ne peut pas se déprimer non plus avec les statistiques. On espère un jour pouvoir faire des études à ce sujet et pouvoir le montrer, mais c'est compliqué. Et les études, c'est quelque chose qui coûte aussi beaucoup d'argent. Donc il faut avoir les ressources aussi pour faire des études. C'est ça le problème. Je vous propose de passer aux questions parce qu'on en a quand même quelques-uns. Alors, juste pour finir cette partie présentation, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, on a eu plein d'informations. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est si vous souhaitez savoir comment Fertiline peut vous accompagner pour préparer vos traitements, parce que ce qu'on dit, aller dans une bonne clinique, c'est super important. Et nous, on vous présente là les cliniques parmi les meilleures en Europe. Ferticentro est aujourd'hui avec nous et vous allez vers eux pour leur demander de faire l'extraordinaire. Préparez-vous. Soyez dans une situation optimale pour pouvoir justement que la clinique puisse travailler de la meilleure manière possible. Donc, vous pouvez prendre un bilan de situation gratuit auprès de Fertiline pour voir comment on peut vous accompagner.
Ensuite, on vous propose aussi de nous contacter par email pour qu'on vous mette en relation avec la clinique FertiCentro. Ou alors, vous pouvez aussi contacter la clinique FertiCentro et dire que vous venez de la part de Fertiline ou Art Fertilité afin de bénéficier des avantages. On a discuté certains avantages, des réductions sur les traitements, aussi des packs pour le don d'ovocytes. Donc, n'hésitez pas à dire que vous passez par nous. Et évidemment, se dire qu'on commence bien l'année 2024 avec plein d'espoir et être acteur de sa fertilité. Voilà, ça c'est un petit peu le but, pourquoi on est réunis tous les trois aujourd'hui pour que vous puissiez être acteur en 2024 et prendre les meilleurs choix de manière éclairée pour être acteur de votre fertilité. Alors, je vous propose de passer aux questions maintenant. Alors, dans la première question, et c'est vrai que c'est une question sur laquelle moi aussi je m'interroge, quand on fait le choix de l'adoption d'embryons, est-ce que l'embryon en général est un embryon DPI? Et d'ailleurs, la question, c'est aussi en général, ces embryons sont des embryons qui sont issus d'autres couples ou sont des embryons qui sont en réalité réalisés pour typiquement l'adoption d'embryons? Ça fait deux questions. En fait, ça dépend du pays, mais juste pour résumer, ça dépend du pays. Donc, Vladimir, vous allez répondre par rapport au Portugal, puis moi, je répondrai après par rapport aux autres pays. Oui, alors, par rapport au Portugal, ça dépend. Nous racontons toujours l'histoire de chaque embryon. Nous partageons avec les patientes, on dira, alors, si on a les résultats du DPI, sans doute. Si on n'a pas les résultats, nous informons les patients. Peut-être un peu en anticipation de ce que Adva a dit. Par exemple, il y a des pays comme l'Espagne où ils font le DPI au préalable. Et ça, c'est possible. La loi portugaise par rapport à l'adoption d'embryons, elle ne permet que partager les embryons qui appartiennent à des autres patientes. C'est-à-dire, il n'est pas possible de créer les embryons expressément pour être adoptés. C'est-à-dire, on peut faire le double don, mais si on fait le double don, l'embryon appartient à une certaine patiente ou à un certain couple, et donc ce sont ces embryons qui seront donnés. C'est une particularité. Voilà, et sauf erreur, c'est rare quand même au Portugal qu'un double don passe le DPI. Parce que justement, c'est ce dont je parlais. C'est pas autorisé. Ouais, c'est pas autorisé, d'accord. Justement, au Portugal, c'est vrai que le diagnostic préimplantatoire sur, par exemple, un don d'ovocytes, ce qu'on souvent est fait en Espagne ou en République tchèque ou en Grèce, on peut faire un diagnostic préimplantatoire. Je crois qu'au Portugal, le diagnostic préimplantatoire sur un don d'ovocytes et de surcroît sur un double don n'est pas possible. C'est ça? Sur un don d'ovocytes, éventuellement, oui. Dépendant et nous l'avons fait pas mal de fois, mais il faut demander une autorisation préalable. C'est quelque chose de relativement rapide, et ça dépend, il faut le justifier. Okay? Oui. Pour le double don, non, parce que c'est considéré comme un traitement à très bas risque d'avoir des anéuploïdies, et donc, c'est ça. C'est la loi. Voilà. Par contre, effectivement, en Espagne, il y a pas mal d'embryons passent par le DPI, mais de nouveau, ça dépend aussi qu'est-ce qui s'est passé pour le couple, puisque ce sont en Espagne aussi des embryons issus d'un autre traitement. On n'a pas le droit de créer des embryons pour une adoption. Et par contre, en République tchèque, là, on a le droit de créer des embryons pour l'adoption, c'est-à-dire qu'on prend des donneurs d'ovocytes et des donneuses d'ovocytes et des donneurs de sperme, et on crée des embryons pour le don. Et il y a certains embryons qui passent au diagnostic préimplantatoire, et on peut choisir d'avoir un embryon qui est passé au DPI. Donc, ça dépend en fait des pays. Et pour la Grèce, alors je vous avouerai que je ne connais pas les spécificités, mais de nouveau, on ne crée pas d'embryon pour le don. Donc, c'est des dons qui sont issus d'anciens traitements. Donc, ça dépend s'il y a le DPI ou pas. Voilà. Il y a une autre question sur le DPI, notamment chez une femme jeune de 27 ans. Est-ce qu'il est pertinent de faire un DPI après plusieurs grossesses arrêtées? Et elle pose une deuxième question qui est finalement si le DPI ne diminue pas le risque de fausse couche,
Enfin, c'est curieux que le DPI ne diminue pas le risque de fausse couche, puisque la majorité des fausses couches, on considère en tout cas que la majorité des Non, fausses non, couches non, sont non. des défauts chromosomiques. Alors Non, voilà, non, il y non. a deux questions en l'une, mais donc déjà Non, 27 en fait, ans. bon, première question, oui, si elle a plus que 2 grossesses arrêtées, sans doute, Oui, c'est c'est formellement pertinent. indiqué le DPI. Et oui, le DPI diminue les fausses couches, ok? Ce que le DPI ne fera pas, c'est transformer un embryon viable dans un embryon qui ne soit pas viable. Alors, si la cause des échecs d'implantation, des fausses couches, est une cause embryonnaire, génétique, le DPI va permettre, théoriquement, bien sûr, mais le DPI, la raison pour laquelle nous préconisons le DPI, c'est exactement pour diminuer le risque de fausse couche, Hmm. sans aucun doute. Et il est, bien au contraire, il est complètement indiqué, le DPI, dans ce type de situation. Donc, Et ok, c'est voilà. très indiqué et ça diminue le Mm, nombre de fausses couches mm, si les fausses couches, effectivement, mm, sont d'origine génétique. Et ça peut d'ailleurs exclure l'origine mm. génétique des fausses couches. Si on a des échecs, Tout à effectivement, fait. de Mhm. Oui, Tout grossesse à avec fait. des voilà. embryons DPI, c'est que la problématique est ailleurs, probablement. Mais voilà, les fausses couches peuvent être dues à d'autres problèmes que la qualité de l'embryon. Sans Et doute. si, malgré le DPI, les fausses couches continuent, ben, ça veut dire qu'on peut chercher ailleurs. Et c'est là où l'intérêt du diagnostic, c'est on peut exclure en fait certains systèmes qui dysfonctionnent et se dire on va plutôt aller voir enfin, le système immunitaire, vasculaire, etc. On peut aller voir ailleurs, disons. Mm. Mhm. C'est bien ça. Et la même personne que tout à l'heure qui nous posait la question sur l'adoption d'embryons pose juste une question notamment sur si ce sont des embryons de couple qui les ont laissés, est-ce qu'on peut avoir le nom des parents? En fait, Oui. dans l'adoption d'embryons, est-ce qu'on a le nom des parents? Oui, c'est la même chose. L'accès à l'origine l'accès aux origines est aussi applicable aux dons d'embryon. Donc, Mais ça c'est pas mis en cause. même si le père n'est pas un donneur, c'est-à-dire même si c'est un don Bien d'ovocytes, sûr. le père, voilà, l'enfant aura accès, d'accord. Oui. Il y a une question qui est intéressante aussi. Est-il vrai qu'un embryon qui a mis 6 jours à devenir blastocyste, donc une journée de plus, et qui est noté 5 bébés, a plus de chances d'être anaploïde? Et ça réfère justement au classement des embryons, parce que ça, on en a parlé dernièrement, je me rappelle, Euh, Miro, parce que maintenant, il y a le classement visuel et il y a le classement différent, en fait. Et il y a le DPI. oui. Alors, bon, la réponse, il y a des études un peu contradictoires, mais la différence, si cette différence existe, elle sera faible. Ok. Donc, il y a des études qui montrent, qui indiquent qu'il n'y a pas de différence entre les embryons AJ5 et AJ6 par rapport à la probabilité d'être diploïdes. Il y a aussi des études qui montrent des petites différences. Actuellement, cette classification morphologique, nous continuons à le faire, mais nous avons déjà l'intelligence artificielle, le time-lapse, c'est-à-dire observer les embryons à l'embryoscope. C'est un incubateur avec une vidéocaméra incorporée qui nous permet de surveiller les embryons 24 sur 24 heures. Et donc, nous, c'est-à-dire, cette classification morphologique est un peu une chose du passé. Ok, actuellement c'est plus important de voir la vitesse de développement, les paramètres de développement de l'embryon et donc et de faire le DPI si applicable que de se baser dans une classification qui est un peu subjective, etc. Donc, je dirais qu'à partir du moment où nous avons un blastocyste bien formé, et bien sûr, parfois, ça c'est lié aux horaires du laboratoire, à l'horaire de la ponction de la fibre, etc. Bon, donc je dirais que Hmm. le fait de que un embryon soit J5 ou J6, en principe, n'est pas aussi importante que la qualité des embryons. Donc, je ne penserai beaucoup plus à ça, mais surtout à la qualité, bon, à la classification de l'intelligence artificielle qui commence à être très fiable et aussi, bien sûr, sans aucun doute au résultat du DPI.
beaucoup plus important. Dans quel cas le DPI n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il y a des Alors, cas? C'est la jeunesse, on va dire, non? oui, je dirais, moi, Début de parcours. personnellement, je suis très à faveur du DPI. Ok. Donc, c'est pas moi qui fais les lois, mais, mais donc, je suis très, très favorable au DPI. Donc, je pourrais même dire toujours, c'est toujours conseillé. Si on peut choisir un ensemble de cas dans lesquels il n'est pas nécessaire, je dirais les cas avec un meilleur prognostic. Double don d'ovocytes. En principe, la probabilité de que le DPI change quelque chose est beaucoup plus faible dans ce type de cas. Merci. Comment savoir si on est porteur d'une translocation? Je n'avais jamais entendu parler de ça, donc cette personne n'en avait jamais entendu parler. Faire un karyotype. Okay? Ça affecte les altérations chromosomiques, affectent 2 à 3% des cas d'infertilité. Est-ce qu'il y a des risques à effectuer tous les tests? Donc, j'imagine le diagnostic préimplantatoire sur la suite de la grossesse et la vie de l'enfant, en fait. Est-ce que ça apporte des risques? Non. Non, ok. Intéressant. Tu continues ou tu continues? Est-ce qu'une femme jeune en IOP a-t-elle plus de risques, enfin une femme jeune en IOP a-t-elle plus de risques d'avoir des embryons anaploïdes car la fonction ovarienne ne correspond pas à l'âge en fait? Est-ce que l'IOP en fait augmente les risques d'anaploïdie statistiquement? Pardon, l'IOP, L'insuffisance ovarienne. L'insuffisance. ah, quelle insuffisance ovarienne. Voilà. C'est-à-dire que si la femme est en insuffisance ovarienne, donc elle est plus vieille que son âge puisqu'elle a moins d'ovocytes, est-ce que ça impacte aussi... Enfin, il y a une relation entre l'insuffisance ovarienne et Oui, la qualité, en fait, des ovocytes. oui, oui, sans doute. L'insuffisance ovarienne, c'est un peu ce que Virginie a expliqué dans sa présentation. Donc, quel est l'intérêt du fertiline? Parce que vous travaillez exactement dans le procès de développement, de maturation des follicules primordiaux quand ils se transforment dans des ovocytes viables et matures. Et donc, l'insuffisance ovarienne est un signe de mauvais fonctionnement des ovaires. Donc, si les ovaires ne fonctionnent pas bien, cette maturation, ce développement des ovocytes ne va pas se passer bien. Bien sûr, vous pouvez optimiser tout ce que vous pouvez faire, ok? Optimiser faire mettre toutes les chances du côté des patients, mais même ainsi, il y a, disons, le terrain dans lequel on va travailler. Et si l'ovaire n'est pas capable de bien développer les follicules primordiales, ça augmentera le risque de que l'ovocyte ne sera pas viable. Et donc, la réponse est malheureusement oui. Si la réserve ovarienne est faible, la probabilité d'avoir un embryon aneuploïde est supérieure. Ok, docteur, il est temps de vous laisser partir parce que je crois que vous avez aussi une urgence de planning. Et du coup, on va Oui, répondre aux dernières questions. Et puis peut-être que si on a besoin de vous sur une question, on vous l'enverra en privé, puis on répondra derrière. Est-ce que ça vous convient? ça me convient beaucoup et je vous remercie, mais j'avais d'autres choses Désolée, oui, ça prévues. prend du temps. Merci Euh, beaucoup à vous. Et puis c'était super intéressant. Merci infiniment. Il Et y avait juste un remerciement, un clin d'œil à Virginie et au docteur Silva, parce qu'une personne qui dit que grâce à vous deux, elle est enceinte de 18 SA maintenant, donc un énorme merci. Donc c'était aussi... c'est bon. Bonne c'est ça la nouvelle. force de la synergie. C'est cool. Oui, C'est ça, oui, la oui, force de oui. la Très synergie. bien, très Super. bien. Alors, on C'est vous très souhaite une bonne important. journée, docteur, puis on va finir de répondre aux petites questions qui restent. OK. Et Merci et Merci désolé, mais beaucoup. j'avais d'autres choses prévues. Pas de OK. souci. évidemment. Merci beaucoup et à Merci très pour votre Merci bientôt. et réponse. bonne chance à toutes et à tous qui Merci, essayent belle d'avoir journée. des Au enfants. revoir. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Ok, alors en fait, il y avait une dernière question et en fait, c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on a eue avec le docteur juste avant le webinaire parce que nous aussi, on avait cette question de votre graphique signifie qu'il y a que les anaploïdies sont uniquement liées à l'ovocyte et non aux spermatozoïdes. Et c'est vrai que nous, on n'y croit pas trop non plus, mais c'est quand même ce que c'est quand même ce que montre la science, dans le sens où, du coup, le docteur nous a transmis une étude
qui a étudié du coup 3118 embryons et ils ont corrélé, alors on parle uniquement du facteur âge, hein, attention, ils ont corrélé l'âge paternel, l'âge maternel et ce qu'ils ont déduit de cette étude, c'est que l'âge paternel n'a aucun impact sur la qualité de l'embryon. Attention à prendre avec des pincettes, vraiment, parce que c'est une étude qui était sur un seul critère. Maintenant, on ne connaît pas la qualité enfin, on ne connaît pas les critères de santé des papas, tout ça, mais c'est très intéressant. Et peut-être qu'on pourrait mettre le lien de cette étude sur. Je ne sais pas si peut-être les filles, vous pouvez mettre le lien. Adva, on t'entend pas. J'ai coupé mon son pour essayer de partager quelque chose. En fait, c'était justement ça. Parce qu'à chaque fois que je vais sur YouTube, en fait, j'ai un problème. Il y a le son qui s'active. Donc, j'avais coupé ça. Alors, c'est une étude de 2020 et effectivement, ils disent qu'aucune association n'a été trouvée entre les aneuploïdies et l'âge paternel chez les embryons de rats. Pardon, c'est pas chez les embryons humains, cette étude. Et après. Ah non, pardon, pas du tout, rien à voir. Après, c'est les embryons humains, pardon. Ouais. Bon, après, il y a quand même, on a par exemple, on a un webinaire qui s'appelle Âge et fertilité. Alors, on parle plutôt de l'âge au niveau de la femme, on est d'accord, mais on explique pourquoi avec l'âge, il y a des processus qui se détériorent. Et c'est vrai que de ce point de vue, si on prend en compte ça, ben, on a l'impression, enfin, en tout cas de notre vision avec Virginie, c'est que il se passe la même chose sur les hommes. C'est-à-dire que c'est moins rapide. C'est vrai qu'une femme va avoir une détérioration de l'ADN de ses ovocytes beaucoup plus rapidement. Moi, je me souviens quand même d'études aussi, on voyait que, mais après, il faudrait que je recherche, et c'est vrai que j'ai vraiment confiance en le docteur Silva, donc je pense qu'il a les études les plus récentes. Après, attention aussi aux études. En même temps, les études, c'est bien. Mais des fois, c'est limité aussi. Je reprends juste un élément d'interprétation de cette étude que je trouve intéressant parce qu'en réalité, ce qui est jugé ici, c'est le DPI, donc l'aneuploïdie qui est testé par DPI. Et en fait, par contre, ce qu'ils constatent, c'est que les embryons qui sont issus d'un âge paternel supérieur se développent moins en blastocystes. Donc, moi, je pense qu'il y a deux choses à considérer. C'est effectivement, probablement, donc le spermatozoïde, le spermatozoïde, en fait, n'a probablement pas l'impact dominant sur la division cellulaire, et ça, on le sait. On sait que l'ovocyte répare une immense quantité des problématiques d'ADN spermatique, en fait, hein, parce qu'en fait, on a effectivement beaucoup plus de spermatozoïdes que d'ovocytes. Donc, ces cellules-là sont un peu plus fragiles, en tout cas au niveau de l'ADN. Donc, l'ovocyte joue un rôle dominant dans la stabilité de l'ADN, en fait, de l'embryon, ça c'est clair. Mais par contre, le spermatozoïde et l'âge paternel contribuent plutôt à quelle quantité d'embryons on va avoir. Donc, c'est vrai que d'agir sur les deux facteurs, c'est important dans la quantité d'embryons qu'on aura et ensuite, effectivement, l'analyse des pays des embryons. Mais effectivement, si ce facteur paternel agit clairement sur la quantité d'embryons obtenus, bien évidemment, il faut le travailler, c'est clair. Et puis surtout qu'aujourd'hui, dans l'épigénétique, on considère que la santé paternelle et la méthylation paternelle jouent un rôle très important sur l'expression des maladies de l'enfant et des traits de santé du futur enfant pour sa vie entière. Donc, en fait, on peut pas... Enfin, quelle que soit la justification qu'on trouve sur le plan scientifique, on ne peut pas exclure l'homme de la balance. Et c'est pas parce que sur un seul critère, qui est le DPI, on ne trouve pas de lien direct entre embryon DPI et âge paternel. Je pense qu'il ne faut pas non plus exclure cette étape qui est le développement embryonnaire et la quantité d'embryons qu'on va obtenir. Oui, donc, surtout dans cette... La réponse, elle n'est pas si simple à mon sens. Ouais. Surtout dans cette étude, comme tu dis, en fait, on teste les embryons qui sont arrivés au stade de blastocyste. En fait, on ne peut pas tester ceux qui n'y sont pas arrivés. Et fort probablement, ils ne sont pas arrivés au stade de blastocyste parce qu'il y avait un problème de facteur masculin. Donc finalement, ce DPI est un petit peu biaisé. L'étude est un peu biaisée, ouais, clairement. Ok, ouais, c'est intéressant de bien lire l'étude et voir ce qu'on y cherche, mais on va dialoguer avec le médecin. Je crois qu'on n'avait pas d'autres questions, sauf erreur. Non, je crois qu'on a répondu à toutes les questions et grand merci pour votre présence. Comme d'habitude, alors on mettra une boîte à questions sur notre compte Instagram si vous avez encore des questions qui reviennent, si vous regardez ce webinaire en différé.
Je vous rappelle les étapes, donc n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec nous, c'est gratuit. En plus, en cette fin d'année, on a vraiment envie de vous donner de l'espoir et du coup, ben, nos ambassadrices qui sont des personnes qui ont elles-mêmes eu un parcours d'infertilité, qui ont réussi grâce au programme de Fertiline et qui vont répondre à vos questions, ben, vous auront une petite surprise pour vous. Donc, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation. Pour rentrer en contact avec la clinique Ferticentro, eh bien, il suffit de nous contacter ou vous pouvez éventuellement les contacter, mais n'oubliez pas de préciser que vous venez de notre part, comme ça vous permet d'accéder aux avantages qu'on a négociés avec eux. Et puis nous, ben voilà, on souhaite que ce soit un bon départ pour cette prochaine année. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis Merci. à très bientôt. Et puis voilà, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À bientôt.